Voilà. Alors l'ordinateur a choisi entre le titre et la petite vidéo, donc vous aurez la vidéo. Le titre, c'était Océan numérique, parce que mon objet, c'est de vous expliquer comment j'observe que cette histoire d'un océan numérique est en train de faire ce pourquoi on imagine la force de cet outil numérique qu'on voit partout. C'est que c'est en train de connecter différentes personnes, différentes communautés, dont les politiques. On y agrège de la connaissance, et j'ai la chance de travailler avec des personnes comme Angélique, dont vous avez vu ce qu'on a comme capacité à coopérer au niveau international et à créer ce genre d'informations, mais on arrive à toucher également les gens. Et ces gens que je voulais vous présenter sont ici, voilà. Ils se sont réunis au One Ocean Summit, une trentaine de chefs d'État qui parlent pendant un temps bien choisi que d'océan et qui se donnent des rendez-vous sur toute l'année. En 2022, année bleue, donc évidemment il y a une conférence à Lisbonne des Nations Unies, il y a la COP 15 sur la biodiversité, il y a l'OMC qui doit arrêter de subventionner la pêche illégale, on en a parlé, etc. etc. Et à un moment donné, dans tout ce secteur de traité sur la haute mer, traité sur le plastique, et à un moment donné dans tout ça, arrivent nos affaires à nous, et la façon, cette dame est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la façon dont ils nomment nos affaires, aujourd'hui, c'est Océan numérique, Digital Ocean, et même plus précisément, ce fameux jumeau numérique de l'océan qui s'appelle Digital Twin of the Ocean en anglais. Et c'est intéressant ça, parce que il faut qu'on y mette maintenant un peu de sens, et la réponse qui a été faite tout à l'heure sur le jumeau numérique, je vais faire la même, c'est-à-dire qu'on est en train d'apprendre ça. Et ce qui était bien aussi, c'est donc la Commission européenne dit « Ok, je m'engage à créer ce jumeau numérique de l'océan parce qu'il est temps de mettre toute cette science au service de la société. » Et qui lui répond le président de la République française qui dit son appréciation et sa compréhension de ce que c'est qu'un jumeau numérique, c'est-à-dire quelque chose qui va consolider la connaissance qu'on a sur l'océan et qui va permettre vraiment de passer à l'action pour protéger la biodiversité ici, les poissons ici et le climat. Ce qui est déjà pas mal hein, comme statement, comme phrase. Et je vous donnerai la phrase de fin plus tard. Donc, j'ai déjà eu l'honneur de m'exprimer devant l'Académie de Marine, et c'était il y a 5 ans. Donc, je voudrais juste faire un petit piste d'élan en expliquant ce que j'avais fait, parce que j'avais déjà parlé de prévision océanique à l'échelle européenne, donc pour pas me répéter de façon implicite, je le fais de façon explicite. J'avais dit ce qu'a me présenté Mathieu Chevalier, l'histoire, si on la résume, dans notre idée, notre techno au départ, c'était on prend un modèle numérique dans lequel on est capable d'intégrer ce que les observations satellites observent et ce que les observations en mer observent, et on fait de la modélisation et de la prévision. Ensuite, on avait dit, on a pris un pari, on s'est réunis il n'y a pas très loin d'ici, à Toulouse, en 95, et on a cité Michel Lefebvre qui était à l'origine de ça. Je voudrais aussi citer Christian Le Provost, parce que c'est lui qui m'a expliqué la modélisation. Je voudrais aussi parler d'Yves Ménard, parce que c'est lui qui m'a expliqué l'altimétrie, et je voudrais parler de Jean-Michel Lefebvre, parce que c'est lui qui m'a expliqué tous les modèles de vagues, qui sont des personnes qui sont disparues aujourd'hui, et qui étaient là. Et donc cette énergie de la chapelle au Bareil, on l'a cristallisée sur un premier bulletin. C'était la première fois qu'on faisait un bulletin de prévision océanique. On était si fiers qu'on l'a déposé à l'Académie de Marine. Et ensuite, quelques années plus tard, on a fait une prévision à l'échelle de l'ensemble du globe, et c'était 3D, hein, cette histoire. On est vraiment rentré dans l'océan numérique. On descend dans les 3 dimensions, on va au fond, on va un peu dans le futur, pas mal dans le passé. On passe d'une variable à l'autre. Donc ça, c'est 2005, la première prévision sur l'océan global. Et puis depuis, on a fait d'autres choses. Et ce que je racontais également, c'était que on est capable d'intégrer au fur et à mesure toutes les observations qui passent à portée. Ici, toute la série des satellites qui sont listés. On voit que dans le temps, là, plus il y a de couleurs, il y a plus on est capable d'intégrer des informations dans nos systèmes, ce qui signifie d'abord qu'on est capable d'aller travailler en coopération, et c'est vrai que la place de Toulouse pour ça, elle est parfaite, mais qu'on a également des gens assez malins en termes d'assimilation de données, capacité à intégrer une information externe dans un modèle numérique. Et c'est une école qui est assez forte au niveau français, c'est une école de mathématiques appliquées, et on a des très bons spécialistes de ça à Toulouse, pas très loin d'ici. Je voudrais citer le CERFAX à ce sujet, mais Météo France, vous êtes pas mal aussi. Et l'impact de ça, c'est que on a une possibilité de réduire les erreurs qu'on peut faire dans les modélisations. Évidemment, j'ai parlé des satellites, je veux citer, il faut toujours le faire mentalement, les deux en même temps, les observations en mer.
Et là, par exemple, on voit une réduction des erreurs, donc les couleurs que vous voyez, c'est en fonction de la profondeur, parce qu'on a commencé à assimiler des profileurs Argo, qui sont le petit objet là qui fait 1 mètre de... On en a déjà parlé aujourd'hui, hein, et qui regardent ce qui se passe sur la profondeur et qui sont transmis et récupérés dans nos systèmes. Donc ça, je vous l'avais déjà dit, en fait. Et je vous avais déjà dit également qu'il s'était passé... 2017, il s'était passé 2-3 ans avant quelque chose d'extraordinaire pour l'océanographie en Europe, c'est que la Commission européenne avait décidé d'en faire une des priorités, la prévision océanique, d'un grand programme qui s'appelle Copernicus, qu'on a déjà évoqué également, et ce faisant, avait changé de façon significative la capacité d'action. C'est-à-dire, quand je dis ça, il faut comprendre l'argent, par exemple. Là, on était passé d'un volume de 3 millions d'euros qu'on se partageait en Europe, je suis européen là, à 20 millions par an. Et donc, avec un objectif opérationnel, une capacité vraiment de travailler sur la durée, un mandat de 7 ans, etc. Ça a aussi dessiné une carte d'Europe que je voudrais que vous mémorisiez, parce que je vais vous montrer comment elle a changé un peu plus tard. Et on voit ici qu'on a du secteur spatial, avec EUMETSAT en Allemagne, l'ESA en Italie, même si on sait qu'il y en a un peu en France et puis un peu ailleurs, mais les équipes avec lesquelles on travaille quand on parle de Copernicus, et puis surtout cette idée qui est assez forte et qui a été copiée ensuite, qui est que ça ne sert à rien de lancer un satellite s'il n'y a pas toute une organisation pour créer du service derrière, pour connecter jusqu'à celui ou celle qui a besoin de cette information-là. Et donc quelques couleurs pour illustrer les différentes lignes de service que la Commission européenne a décidé d'associer de façon indéfectible à Copernicus. Une priorité sur le marine, sur le continent, sur l'atmosphère, sur le climat et sur les systèmes de réaction pour gérer la sécurité et les situations d'urgence. Et on voit où ça se passe, vous voyez. En gris, là, les gens de sécurité emergency, c'est l'agence sécurité maritime à Lisbonne, le SATSEN à Madrid, le GRC en Italie, qui est européen, et puis Frontex en Pologne, Frontex qui est un peu occupé en ce moment à faire des choses que vous connaissez. Donc voilà, c'est notre carte d'Europe. Et je vous avais dit ça, et puis je vous avais dit aussi, il est temps de hisser les couleurs de l'océan, d'avoir une identité assez forte, et de bien expliquer qu'un océan, quand on le regarde, il faut considérer l'océan bleu, la physique, l'océan blanc, la glace, et l'océan vert, la biogéochimie, de façon intégrée, et il faut se faire respecter dans ces 3 secteurs et travailler de façon couplée pour être un peu meilleur quand on veut discuter avec les météos et l'atmosphère et à la fin contribuer de façon utile à un système climatique. Et puis je finis avec ça. Les conclusions, c'était le travail à la maison qu'on prend là, en repartant de l'Académie de Marine, c'est qu'il faut arriver à consolider ça au niveau européen, que ce que je viens de vous montrer ne soit pas juste un projet qu'on lance et qu'on arrête, donc que ce soit vraiment un objectif européen sur la durée, que les océanographes s'organisent pour faire de l'océanographie à long terme et contribuent, et qu'on développe cette expertise, et puis européaniser Mercator Océan, parce qu'on ne va pas survivre très longtemps dans un paysage européen si on reste trop toulousain ou trop français. Alors donc je vous rendais compte là-dessus. Premier sujet, construire et garantir une vision long terme de l'océanographie opérationnelle en Europe. Est-ce que l'Europe a suivi son sujet ou pas? Alors, ils ont décidé au niveau de l'Union européenne, ou nous avons décidé, puisque nous sommes de l'Union européenne, de poursuivre cette ambition pour l'espace. Le programme Copernicus, dans lequel il y a Copernicus, il y a aussi le programme espace, il y a aussi Galileo, qui a été cité tout à l'heure, et d'autres, a été renouvelé. Il y a eu plein de bonnes questions, plein de mauvaises, mais à la fin ça a été fait, et donc c'est une très très bonne nouvelle, et cette idée qu'il faut lancer des satellites et y associer des services, ça a été confirmé et fait partie désormais réellement de cette philo, donc ça c'est super. Deuxième point, est-ce que le service marin a survécu à tout ça? Parce qu'on aurait pu imaginer qu'à la fin on pouvait peut-être un peu mélanger toutes les couleurs, et puis faire un satellite et le service de la Terre en général. Donc la réponse, c'est cette approche sectorielle s'est révélée hyper performante parce que c'est la bonne façon d'arriver à créer quelque chose qui a de la valeur pour créer de la connaissance ou pour créer des usages ou créer des décisions politiques justes. Et donc le secteur marin, on a poursuivi. Mercator Océan, qui avait été choisi pour piloter la première phase, on a été renouvelé dans cette délégation pour 7 ans. Et en plus, ça a été renforcé parce qu'on y a rajouté un élément qu'on avait commencé à travailler avec EUMETSAT, avec le Centre européen de prévision météo et l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle ce Digital Wikeo, où on commence à rajouter toutes les extensions et la capacité du digital à ce qu'on faisait déjà. Et donc on a aujourd'hui un mandat qui est plus fort
qu'avant. Non seulement il existe encore, en plus il est plus fort, et puis on a cette visibilité sur 7 ans. Alors au tout début, dans les projets de recherche, on tournait avec des budgets qu'on se partageait au niveau européen, j'ai dit de quelques millions d'euros. La première phase de 7 ans, c'était 20 millions, et là on est à 30 millions d'euros. C'est pas beaucoup, hein. Ça permet de continuer ce qu'on va faire, et puis d'essayer d'aller plus loin, et on espère activer des options pour faire plus de côtiers, plus d'arctique, plus de biologie, plus de climat, plus de digital. Mais il faut que les gens qui se sont réunis à Brest, que j'ai vu en photo tout à l'heure, on a vu en photo, aillent au bout de leur idée pour ça. Et au passage, la carte a un peu changé, parce que en fait, le Centre européen de prévision météo a décidé de partir à Bonn. Donc l'Allemagne, désormais, ils ont EUMETSAT et puis le Centre européen de prévision météo. Et puis ils sont aussi un petit peu installés en Italie. Donc vous voyez un triangle France, Italie, Allemagne, dans lequel s'installe un petit rapport de force qui est toujours très très bon, ça, quand on veut développer des choses sur la durée, de bien travailler. Donc il ne faut pas oublier la partie française. Autre bonne nouvelle, parce que tout ça c'est une bonne nouvelle, la Commission européenne, figurez-vous que quand elle réfléchit à son programme de recherche, 1,5 milliard d'euros, attribué à 5 missions, et sur les 5 missions, elle en choisit une sur l'océan. Et quand on regarde les thèmes qu'ils ont choisis, vous voyez, le cancer, la santé des sols, l'adaptation au changement climatique, les villes intelligentes et l'océan, on se dit que ça doit quand même être quelque chose d'important pour eux. Et je vous ai fait ce schéma, qui est un schéma qui est peut-être un peu pour les initiés, mais si vous n'êtes pas familier de l'organisation de la Commission européenne, ça ce sont les différentes directions de la Commission européenne. Considérez, si vous préférez ça, que ce sont des ministères. Vous avez le ministère de la Recherche, vous voyez, le premier là, RTD, ministère de la Mer, ministère de l'Espace et ministère de Digital. Et dans chacun de ces ministères ou de ces directions de la Commission européenne, il y a de l'argent, il y a des programmes, il y a des spécialistes et il y a des projets. Donc nous, vous voyez qu'on travaille dans le secteur de l'espace, aujourd'hui, c'est ce que j'ai cité. Et là, ils ont décidé de faire une mission transverse et de créer de la cohérence là-dedans. C'est quelque chose qui est assez fort, parce que du coup, ces différentes directions vont discuter, ils se projettent un peu dans le futur, et c'est la première fois que ça arrive. Donc ils ont mis des gens, pour diriger toutes ces missions-là, ils ont mis des anciens commissaires européens ou des anciens ministres pour avoir un peu d'autorité pour rentrer en transverse dans cet interministériel ou dans cette interdirection. Et en l'occurrence ici, c'est Pascal Lamy, qui est un ancien commissaire européen, qui a eu beaucoup de mandats aussi. Et voilà. Et donc ça, c'est juste pour vous dire qu'au niveau de l'Union européenne, il y a aussi quand même une philosophie où on se dit « Ah tiens, mais l'océan, c'est quand même un truc important ». Bien, alors est-ce que nous, en tant qu'océanographes, nous sommes en train de travailler pour répondre à tout ça? Donc la réponse est oui, je l'ai fait avec les 3 couleurs bleu, vert et blanc. En vous disant que ça a continué, donc Angélique vous a donné une illustration d'une connaissance qu'on est capable d'aller travailler en coopération. Je reviens un peu à l'usine Mercator Océan et on revient dans la capacité à travailler sur cet océan numérique. On a poursuivi la conquête du numérique en passant d'un quart de degré global en haut, c'était année 2005. Le 12e de degré, c'est ce qu'on travaille en opérationnel, et le 36e de degré, on a des échelles qui sont beaucoup plus fines, à 2-3 km. Donc ça, c'est aujourd'hui avec ça qu'on travaille, et qui permet de faire des choses qui sont assez nouvelles. C'est que tout à la fois, on peut revenir 40 ans en arrière et regarder des tendances, comme par exemple sur la gauche, vous voyez le changement de la température, vous voyez que ça se réchauffe globalement, mais également avec une précision qui va à 2-3 km de résolution, qui nous permet de voir des choses très très fines. Et ça, c'est assez nouveau comme matière numérique. Donc on peut y travailler dans plein de directions différentes. J'en illustre juste une ici, qui est également la capacité à faire des zooms. Donc maintenant, les numériciens ou les océanographes de cette compétence-là travaillent à ça, avec des zooms où on intègre un système mieux équipé et qui va dialoguer dans les deux sens. C'est pas juste qu'on donne une information et qu'on lui dit voilà ce qui se passe aux frontières, mais c'est également que le petit système parle au grand en lui disant voilà ce que moi j'ai comme information à te transmettre, ce qui n'est pas si simple à maîtriser. Dans l'océan vert, on est de plus en plus sollicité sur ces questions-là par des communautés qui viennent de la biologie et qui sont un peu extérieures à notre monde initial, qui est le monde plutôt de la physique, avec des questions qui sont assez vastes. Et on est en train de construire un système intégré qui commence à donner des premiers éléments de réponse satisfaisants. C'est assez fastidieux, c'est plutôt assez compliqué, c'est pas fastidieux mais c'est compliqué, parce qu'évidemment le milieu vivant ne se laisse pas modéliser aussi facilement qu'un système linéaire physique, mais il y a maintenant des très belles choses qui commencent à être assez convaincantes.
Je donne cet exemple-là, qui est une collaboration qu'on a avec CLS et avec la communauté du Pacifique, qui est une organisation intergouvernementale qui s'occupe de choses dans le Pacifique, où on prend de la donnée en haut à gauche qui vient de systèmes comme ceux de Mercator Océan, toutes les variables que vous voulez, et vous combinez ça avec des simulations sur le changement climatique et des couplages avec les modèles de population de thon, et vous en déduisez, c'est ce qu'ils ont fait dans cette commission, comment vont évoluer les scénarios sur les populations de thon dans cette zone-là. Et donc on va continuer à travailler dans ce sens-là, mais vous voyez bien tout le lien qui était mon point du départ entre les politiques, la décision de bonne gestion des ressources et la science, et donc comment le numérique peut relier les deux. J'aime bien cette image parce que c'est le pH de l'eau et je trouve que c'est assez effrayant. Je trouve que la couleur est bien choisie pour montrer que ça s'acidifie. Je voulais juste vous montrer ça parce qu'il y a ça aussi dans les systèmes. Il y a le CO2, il y a le pH, il y a les variations, il y a le fait que effectivement l'océan s'acidifie, mais c'est pas partout pareil, etc. Voilà. Et donc mentalement, faites-vous cette idée qu'on peut désormais naviguer non seulement dans les 3 dimensions de l'espace, dans le temps, mais également d'une variable à l'autre pour observer ce qui se passe. C'est la force de ces outils-là. Il y a l'océan blanc, donc là, idem, même histoire, et je voudrais l'illustrer ici avec cet exemple qui va m'amener à ce que je vais illustrer sur les produits, sur la façon de représenter les choses. Voilà, sur le fait que non seulement on a ce super système numérique qui est en train de s'enrichir de toute l'observation et de l'expertise que je vous montrais là, mais également on a travaillé sur la façon de présenter les affaires. Donc là c'est un indicateur d'évolution de la glace au pôle nord ou au pôle sud, et ce genre d'indicateur, on en fait des synthèses, on commence désormais à le diffuser, on en travaille en temps réel, on va mettre des rapports, et ça change aussi le lien, et ça nous permet d'aller travailler avec d'autres communautés. Autant tout à l'heure j'ai dit, tiens, les biologistes commencent à s'intéresser scientifiquement à la science que nous on peut produire. Ici, on a des politiques qui commencent à s'intéresser à ces indicateurs-là et à la science qu'on peut produire. Et donc du coup, plus de numérique, c'est aussi plus d'impact. On va travailler avec, je vous passe très vite maintenant, voilà, le Groenland, des gens qui vont travailler avec les populations du Groenland pour essayer de caractériser ce qui pourrait se passer. Mais là, on rentre dans des sciences sociales, on a des sociétés qui travaillent sur la qualité de l'eau, on a des sociétés, c'est une PME française, ça a été montré par Laurent Kerleguer, si vous avez bien suivi, la directive cadre sur les milieux marins qui demande à surveiller le bruit dans l'océan. On a une PME ici qui travaille avec nos produits et qui est en soutien de la politique publique pour ça. On aurait pu mettre Météo France, j'ai fait exprès de choisir des noms toulousains pour vous montrer qu'on était ouvert sur le reste du monde. Ici vous avez des Espagnols qui sont en train de travailler à leur action de l'État en mer, la pollution ou les dérives de plastique, la caractérisation de ça en tout cas, ou l'optimisation du routage maritime. Là aussi, on a des gens très compétents ici. Voilà. Il y a plus de 40 000 abonnés à notre système et 400 000 utilisateurs qui viennent de temps en temps. C'est libre et gratuit, et c'est associé à chaque fois à une information complètement qualifiée, vérifiée, etc. Nouveau usages, quand un politique frappe à la porte en disant « Ok, si c'est vraiment sérieux votre histoire, donnez-moi des éléments tangibles », on travaille également des nouveaux produits, et donc par exemple la capacité qu'on a à faire des rapports chaque année sur l'état de l'océan, à travailler sur les indicateurs, j'en ai montré un sur l'Arctique et l'Antarctique tout à l'heure, est quelque chose qui se développe de plus en plus et qui ouvre ce dialogue avec la partie politique, que je trouve vraiment très intéressant, et là aussi la force du digital, ou du numérique en tout cas, peut aider. Pour illustrer ça, je voudrais vous montrer cette vidéo, juste pour on dit ça des fois, quand un homme politique ou une femme politique ne sait pas trop comment dire, ils disent « emotional ocean ». Et je trouve que c'est assez vrai, parce que le premier contact qu'on a avec le numérique, c'est ça, c'est-à-dire « waouh, quand même, regardez comment ça se... Oh !» On dirait un cœur qui bat presque, hein. Et on mesure